Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire mensuel Innovation proposé par Systématique. Je vais laisser quelques secondes encore aux inscrits pour se connecter. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Léo Benedetti, je suis chef de projet Europe chez Systématique et j'aurai la lourde tâche d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je remercie déjà nos intervenants qui vont présenter tour à tour leurs appels à projets, à commencer par Hervé Skenderhoff de l'AID. Voilà, cette fois-ci le programme d'aujourd'hui, et ensuite Carolina Lioré du NCCFR de l'ANSSI. Je pense qu'on va pouvoir procéder. Peut-être quelques guides de bonne pratique au niveau de ce webinaire. Vous avez un onglet de chat. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via cet onglet en bas à droite de votre écran. Et si vous avez des questions aux intervenants, vous avez un onglet questions dédié à cela. Je vais donner la parole à Hervé Skenderhoff pour sa présentation. Merci encore. Et puis, Floridios. Eh bien, merci Léo. Donc, je me présente, Hervé Skenderhoff. Donc, effectivement, je travaille à l'Agence de l'innovation de défense en tant que responsable des coopérations avec l'OTAN. Il se passe pas mal de choses actuellement à l'OTAN, et en particulier donc depuis la création de l'agence, la nouvelle agence Diana. Donc, je vais passer directement à la planche suivante. Diana, qui veut dire Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic. Donc elle a été créée en 2022, et comme son nom l'indique, donc c'est une agence qui vise d'accélérer l'innovation, donc en sélectionnant des startups innovantes au sein de l'OTAN, et donc sélectionnant, les accompagnant, et en espérant derrière que ça suscite des intérêts des nations, soit directement, soit via des grosses industriels. Je passe à la planche suivante. Donc voilà, en anglais. Il y aura un petit peu d'anglais dans la présentation, parce que effectivement, Diana, c'est une entité donc de l'OTAN où la langue de travail est habituellement l'anglais. Donc c'est bien de l'innovation ouverte dont on parle. Donc on s'intéresse aux technologies du monde civil, et on essaye de les capter pour des besoins de défense. C'est ce qu'on appelle les solutions duales. Et donc dans le domaine deep tech, et comment on fait cela? En lançant des challenges. Je passe à la planche suivante. Donc l'an dernier a été la première année d'activité de Diana, et donc il y a eu 3 challenges de lancer, dont les sujets apparaissent sur l'écran. Donc un sur Sensing and Surveillance, un autre sur Secure Information Sharing, et le troisième sur Energy Resilience. Donc l'objectif, c'était de sélectionner une dizaine d'innovateurs. Alors je vais utiliser le terme start-up souvent, donc en fait c'est pas exclusif, donc ça s'adresse effectivement plutôt dans l'esprit à des start-up, mais donc ça peut être des PME innovantes, ou même des entreprises un peu plus grosses. Mais donc l'esprit, effectivement, c'est bien d'aider, d'accompagner des jeunes entreprises avec un projet très intéressant, pour les aider à maturer, et surtout à ce qu'ils connaissent le milieu de la défense. Donc ces sujets-là ont été lancés l'été dernier, donc le temps a été court. J'en reparlerai pour cette année aussi, c'est pareil, le temps va être court. Et donc ça a eu un gros succès au sein de l'OTAN. Je crois que les chiffres, ils sont là, voilà, planche suivante. Donc il y en a eu, on visait d'en sélectionner 10 par challenge, c'est-à-dire 30. En fait, il y en a même eu 44 de retenue in fine, mais je ne suis pas sûr que je l'ai mis plus tard. Donc, il y a eu un gros succès parmi le nombre de candidats. Il y a eu 1300 candidats. Donc, effectivement, ça fait un taux de succès assez faible, mais donc le nombre de candidats était, on n'attendait pas autant. Et
donc ces candidats, à quoi ils ont droit? D'une part, ils ont une première prime de 100 000 euros, et puis ils ont un programme d'accélération de 6 mois, orienté donc défense et développement de leur modèle économique aussi. Et donc tout cela se fait avec, on leur attribue un site d'accélération parmi ceux qui ont été retenus au départ au sein de l'OTAN, que je vais montrer par la suite. D'abord, je montre le programme, donc le fonctionnement. Donc en fait, au départ, donc, il y a des sujets d'intérêt qui sont définis par l'OTAN. Donc c'est ce qu'on appelle la Strategic Direction. Donc, les différentes agences de l'OTAN et même les nations contribuent chacun à donner des sujets d'intérêt. Le tout donne une synthèse. Et puis, donc ensuite, chaque année, donc, il y a des challenges qui sont définis par l'équipe exécutive de Diana. Et donc, si on prend l'année écoulée, donc la sélection des candidats de la première cohorte a eu lieu fin novembre pour un démarrage de la première phase d'accélération qu'on appelle Diana Bootcamp pendant 6 mois, donc au premier semestre, là, on arrive à la fin. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu une dizaine de startups, en fait, un peu plus, donc 12 par challenge retenu, donc c'était 44. L'objectif, c'est important à avoir en tête, on vise en entrée un TRL 4-5, donc idéalement, même avec il peut y avoir un proto, un démonstrateur, c'est souhaitable parce que dans cette phase d'accélération, il y a également des essais qui sont proposés, donc des centres d'essais sont proposés pour venir tester les solutions dans un environnement de centre d'essais militaire. Et ça, en général, ça intéresse beaucoup les innovateurs. Et puis donc, du coup, si les choses se passent bien, effectivement, ça permet de faire un peu monter le TRL par ces essais-là. Et puis, donc, au bout de ces 6 mois, donc, il y a eu une première accélération. Ça peut permettre de faire nouer des contacts dans le milieu de la défense, avec également des investisseurs. Donc, il y a un certain nombre de campagnes de communication qui sont organisées. Et puis là, donc, on arrive à la fin de cette première séquence. Donc, d'ici peu de temps, d'ici la fin du mois, il va y avoir une sélection parmi ces 44 pour une seconde période d'accélération de 6 mois. Donc là, ils ne seront pas trop nombreux. Il est écrit 1 à 2 par challenge. En fait, il y en aura 8-9 a priori de retenus pour une nouvelle phase avec une prime de 300 000 euros et puis un programme un peu plus adapté d'accélération. Et puis donc, tout ça se finit en fin d'année et l'objectif derrière, c'est de viser une adoption des solutions, comme je l'ai dit, soit par des industriels, soit par les nations, et éventuellement avec donc un renfort d'investisseurs. Et ça peut nécessiter une phase supplémentaire de développement. Donc ensuite on regarde de façon commune quels essais complémentaires peuvent être faits dans des actions ciblées et un peu organisées avec les pays et industriels intéressés. Je continue. Donc, pour donner une idée géographiquement comment on est organisé, donc l'équipe de direction de Diana, elle est à Londres. Il y a 2 succursales qui s'ouvrent, une à Tallinn en Estonie et l'autre à Halifax au Canada, pour recouvrir un peu tout le monde de l'OTAN. Et donc, il y a d'une part des accélérateurs. Donc aujourd'hui, voilà, ils sont pour les challenges cette année, il y en a une dizaine. En France, on est en train de réfléchir à avoir un accélérateur pour Diana, mais donc on n'a pas encore. Je pense qu'on pourra en proposer un l'an prochain. Mais donc, par exemple, aujourd'hui, cette année, il y avait une start-up française qui avait été retenue parmi les 44. Elle s'est fait accélérer à Turin. Et puis, donc, comme je l'ai dit, il y a des centres d'essai aussi. Toutes les nations proposent un certain nombre de centres d'essai. Donc, là, côté français, on a proposé essentiellement les centres d'essai de la DGA, mais pas uniquement. Il y a aussi le Battle Lab Terre
de l'armée de terre. Et donc ça permet d'avoir un panel de centres d'essai pour venir tester les solutions. Et là je redonne l'exemple de la société française retenue cette année. Elle a fait ses essais au CMRE, Centre maritime de recherche exploratoire de l'OTAN, à La Spezia. Donc il y a un accompagnement aussi quand même qui est proposé pour se déplacer dans les centres d'essai par l'équipe de Diana. Il y a un petit budget pour ça. Et donc clairement le programme d'accélération, il est offert aux lauréats, il n'est pas payant. Et donc on arrive à cette année, en 2024, donc il est prévu d'en faire 5 challenges. En fait, on est en montée en puissance, donc il y en avait 3 l'an dernier, 5 cette année, et en régime de croisière, il y en aura une dizaine. Une dizaine, ça va être l'an prochain. Et donc cette année, on en prévoit 5. Donc on reprend les grands sujets de l'année précédente, énergie, cyber et les systèmes de surveillance des senseurs, et on rajoute un gros sujet sur la performance humaine et sur les infrastructures critiques. Le tout en ayant en tête deux autres gros domaines qui avaient été identifiés et qui sont proposés de façon transverse cette année. Le domaine de l'espace et le domaine à la fois résilience et soutenabilité. Donc les sujets précisément parmi ces grands thèmes seront définis à la fin du mois, mais déjà alors je ne veux pas te parler de tout peut-être, comme l'écosystème, c'est plutôt le monde du numérique, peut-être que les domaines plus intéressants, ça pourrait être le domaine de la cyber. Donc là, on a un petit zoom. Moi, je ne vais pas parler de tout, mais donc voilà un peu le détail des types d'intérêts qu'on peut avoir. Et si je passe à la planche suivante, par exemple, dans l'espace, où il y a beaucoup de choses, il y a tout ce qui est lié aux activités de positionnement, de surveillance. Voilà, donc en fait, on essaye de couvrir un peu tous les besoins de l'OTAN en termes de technologies innovantes. Je continue. Et alors, en termes de calendrier, parce que l'an dernier, on n'a pas eu beaucoup de candidats français. J'ai dit, on a eu un candidat retenu, mais en fait, il n'y avait que 30 candidats français. Alors que, par exemple, chez les nations anglo-saxonnes, par exemple le Canada, ils en avaient 200. Donc on peut faire mieux en nombre de candidatures. Après, le nombre de sélectionnés sera aussi dépendant de la qualité de la solution. Et donc, il n'y a pas de frein à candidater. Il faut juste respecter les règles. Donc, les sujets précisément seront définis, seront lancés première semaine de juillet, donc dans moins d'un mois maintenant. Et par contre, le timing est très serré. Alors j'ai mis un mois, il y aura peut-être 6 semaines, enfin plus tard, donc mi-août, et les offres devront avoir été remises. Et donc ça se fait sur le portail de Diana sur Internet. Donc ça, on peut déjà s'enregistrer dès maintenant sans attendre d'avoir les sujets. Il y a aussi une petite contrainte administrative. Là, il y a un numéro à récupérer, et ça, autant le faire maintenant. Et puis ensuite, il faut respecter les questions posées. Donc il y a certaines questions administratives auxquelles il faut répondre, sinon on n'est pas éligible. Et donc il faut juste répondre aux questions. Et puis ensuite, dans le déroulement de l'analyse de l'offre, donc il est demandé de faire une petite offre sur une page synthétique qui notamment explique en quoi on est conforme au challenge proposé. Donc l'esprit du challenge, c'est ouvert. Hein. On donne un thème. Donc, ce ne sont pas les exigences particulières, c'est chacun propose des solutions qui rentrent dans les sujets proposés. Et donc il y a une petite présentation. Donc il y a un premier tri qui est fait par rapport à cette
première présentation. Ensuite, il y a un deuxième tri par rapport à une présentation plus longue. Je pense que vous aurez droit aux planches, donc je ne vais pas tailler tout le contenu. Et puis, in fine, il y a bien sûr une petite présentation orale des solutions. Et tout cela se fait donc au début d'automne pour arriver ensuite à sélectionner les candidats comme l'an passé. Donc, ça sera probablement fin novembre pour un démarrage du programme d'accélération en début d'année prochaine. Voilà, rapidement dit, le processus proposé par donc, cette nouvelle agence Diana, donc qui en est un peu à ses débuts, qui a un peu plus d'un an d'ancienneté, mais donc on n'a pas encore fait tout le tour d'un processus d'accélération et d'accompagnement d'entreprise. Donc on est encore en phase pilote. Maintenant, je vais laisser voir si on a des questions. Merci Hervé. Effectivement, c'est un premier tour d'observation, on va dire, pour Diana. Est-ce que vous avez peut-être eu des premiers retours de la première phase de l'entonnoir qu'on a vu tout à l'heure avec les 100 000 euros? Qu'en pensent les startups? Est-ce qu'elles sont impliquées? Est-ce que ça a eu quelle valeur ajoutée au final a eu ce premier tour? Donc, alors, effectivement, il y a une petite frustration des nombreuses entreprises non sélectionnées. Et donc, vu le nombre, il a fallu couper un peu violemment cette première année. Donc, ça crée quelques frustrations. Et c'est notamment pour ça que cette année, donc les 3 sujets de l'an dernier sont repris pour donner leur chance à ceux qui n'ont pas été sélectionnés l'an dernier. Parce que le tri était forcément un petit peu violent. Alors, ça, c'est pour les entreprises non sélectionnées. Donc, quelles ont leur chance de se recandidater et d'être sélectionnées cette année. En ce qui concerne les entreprises sélectionnées, donc effectivement, j'ai pu avoir un échange avec, je peux donner son nom, l'entreprise Elwave, française, qui, elle, avait une solution déjà assez robuste. Et ce qu'elle a apprécié dans le programme d'accélération, c'était pas effectivement tant le fait d'avoir un accélérateur, puisque ils étaient assez matures déjà, mais c'était surtout la mise en contact avec le milieu de la défense et avec les gros industriels pour qu'ensuite ils puissent développer ces contacts, faire organiser d'autres essais, des échanges, et puis donc puisque là on voit bien c'est un tremplin qui est proposé, et donc l'objectif c'est que derrière l'entreprise puisse voler. Donc ça ne s'arrête pas à la fin de la période d'accélération. Mais ça, c'est pour ça qu'on vise aussi des solutions déjà assez avancées en TRL pour permettre aussi ensuite la commercialisation, la mise en réseau, l'accélération aussi des relations business. Peut-être une question sur les accélérateurs. Vous avez dit qu'on n'a pas encore d'accélérateur en France et du coup, vers quel accélérateur on dirige les startups quand elles n'ont pas d'accélérateur dans leur pays d'origine? Alors ça, c'est un peu aussi aux entreprises elles-mêmes déjà d'exprimer un souhait auprès de qui elles souhaitent être accélérées. A priori, il y a eu beaucoup de candidats intéressés d'être accélérés aux États-Unis. On a pas mal cherché le marché américain. Donc c'est en lien avec le marché souvent. Donc il a fallu, je crois, diminuer un petit peu on ne peut pas satisfaire tout le monde, on va dire. L'objectif, c'est qu'il y ait une dizaine d'entreprises autour de chaque accélérateur et qui donne un peu de sens. Donc, par exemple, notamment à Turin, c'était plutôt autour du challenge Sensing et Surveillance qui était à connotation maritime l'an dernier. Et donc, on essaye de matcher un peu les souhaits des innovateurs avec ce qui est possible d'être proposé. Et de la même façon pour les centres d'essai. On voit qu'il y a quand même des domaines de prédilection à chaque fois pour les pays, et donc on essaye aussi. Déjà, les startups sont censées faire un choix au moment de la proposition, c'est ça? Et ensuite, on les redirige si jamais. Alors, c'est pas formel au niveau de la proposition, donc ça se négocie ensuite. D'accord. En fonction, une fois qu'elles sont retenues. Ok. C'est pas un critère de sélection en tout cas.
des startups. Voilà. Et donc, normalement, les accélérateurs sont censés être polyvalents. Là, sur cette planche, ça montre surtout les centres d'essai, où là, effectivement, c'est plus ciblé. D'accord. Okay. On a une question dans l'onglet questions par rapport aux étapes de candidature. Alors, je vais revenir sur la planche à ce propos. Donc est-ce que ces étapes sont simultanées? Est-ce qu'on envoie la short format et la long format en même temps, ou est-ce qu'il y a une étape de présélection avant? Oui, excusez-moi, oui, j'ai mis 1, 2, 3. En fait, c'est l'ordre d'analyse des offres. Et donc, effectivement, l'offre n'est remise qu'une fois en termes écrits. Donc, le short format et le long format, c'est à remettre ensemble. Donc, et ensuite, une phase de pitch devant et ensuite, un jury. Donc, une fois que les entreprises ont passé les 2 étapes de sélection par les équipes de sélection, elles sont invitées à venir présenter leur solution. Donc oui, est-ce qu'on a un pourcentage peut-être? Un pourcentage d'entreprises qui sont passées des étapes 1 et 2 à l'étape 3 en termes de sélection? Il y en avait. Je crois que pour la partie orale. Donc le gros tri, il est au début sur le. Il y a la partie administrative qui malheureusement fait un tri. Le short format, celui-là, c'est vraiment le gros tri. Et je crois que l'an dernier, après, ça va évoluer l'année sur l'autre. Et donc, il y en avait au moins une centaine qui avaient pu passer l'oral. Ok. Donc, ça laisse quand même taux de succès assez élevé au final par rapport au nombre de candidatures reçues à l'origine. Voilà, c'est assez lourd pour l'équipe de sélection. Et donc, surtout en pensant qu'on n'est pas sur l'échelle nationale ni européenne, on est vraiment sur l'échelle de l'OTAN, donc c'est normal. Absolument, on est en compétition avec du monde aux États-Unis, enfin, en Amérique, donc en Grande-Bretagne, hein, puisque effectivement Diana, le terme est bien pensé à nos amis britanniques, et c'est pas pour rien qu'ils sont basés à Londres, et c'est notamment parce que donc, les Britanniques sont sortis de l'Europe, ils ont recréé ces dynamiques au sein de l'OTAN. Et c'est vrai que ça fait sens, hein, au sein de l'OTAN, la défense, les besoins sont très proches entre les nations. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question, Monsieur Mater, dans le chat. Et peut-être une dernière question, ensuite on pourra enchaîner avec la présentation de Caroline Allioré. C'est à propos des challenges. Alors, au niveau de systématique, on a plusieurs challenges qui peuvent être intéressants pour novembre. Je vais revenir dessus. Par exemple, le premier, Information Sharing and Security, ça peut être très intéressant pour nos membres Data Science and AI, mais aussi Cyber et Sécurité, Advanced Engineering. Et on a aussi le Challenge Sensing and Surveillance, où on voit aussi un volet sur les véhicules autonomes qui peuvent être intéressants pour notamment nos hubs digital infra et IoT, et aussi drones. Est-ce que donc au moment de la candidature, une startup répond à un challenge mais peut répondre à plusieurs sous-domaines? Oui, alors cette planche-là, en fait, elle illustre un peu les sous-domaines d'intérêt sous le titre général. Et donc je reprécise, donc les challenges précisément les sujets seront divulgués au moment du lancement, donc tout début juillet, et effectivement on peut répondre à plusieurs challenges en même temps. C'est presque mieux d'ailleurs. Ça valide 2 centres d'intérêt de l'OTAN, donc nous, c'est pas du tout exclusif. Il faut simplement au minimum répondre à un des besoins qui est exprimé. Et donc je redis qui n'est pas ce que vous voyez exactement là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça donne la direction d'esprit de ce qui est recherché.
Super, je pense que c'est clair. Vous aurez normalement accès à la présentation. Donc, vous pourrez la télécharger à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Skanderov. Et puis, si vous pouvez peut-être rester en ligne 5-10 minutes au cas où il y a des questions, et puis répondre directement aux questions dans l'onglet dédié, ça me ferait grand plaisir. Très bien, merci. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Madame Lioré. Je vais vous donner la parole, qui est coordinatrice du NCCFR et qui va nous parler du programme Digital Europe et aussi de l'appel du NCCFR à destination des entreprises en cybersécurité. Alors, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez évoqué, donc je suis coordinatrice du NCCFR. Donc le NCCFR, c'est le Centre national de coordination France. Nous ne sommes pas seuls, étant donné que nous sommes 27 NCC à travers l'Europe, donc 27 États membres. Les NCC ont été créés via une réglementation européenne, donc la réglementation 881-2021, qui a instauré la création des 27 NCC, de ces 27 centres à travers l'Europe, mais aussi d'une nouvelle entité européenne qui est le CCC. Cette nouvelle entité européenne a son siège à Bucarest, et donc c'est elle qui gère à partir de maintenant les fonds pour le programme Digital Europe et dans les années à venir pour les fonds aussi pour le programme Horizon Europe, toujours sur le volet de cybersécurité, bien entendu. Donc l'ANSSI a été désignée en 2021, juste après le passage de cette réglementation européenne. Donc l'ANSSI a été désignée en tant que récipiendaire, celle qui va héberger le NCC français. Et donc depuis, nous avons commencé nos activités. Donc nous avons officiellement commencé nos activités en début 2024. Une fois que nous avons reçu le financement européen, car il y a un cofinancement européen pour la mise en place de ce dispositif. Donc sur la scène européenne, les NCC, donc nous sommes, comme je l'évoquais, nous sommes 27 NCC à travers l'Europe. La France est coprésident du réseau des NCC, de ces 27. Nous sommes coprésidents avec l'Estonie et la Pologne pendant 1 an, donc jusqu'à la fin de cette année, ce qui nous permet de faire remonter les besoins des différents États membres et de pouvoir être en lien direct avec cette nouvelle entité européenne, le CCC, pour pouvoir travailler ensemble. Nous avons un plan d'action qui est précis, nous avons un agenda stratégique qui a été validé parmi les représentants des 27 États membres, et puis un plan d'action qui a été proposé, qui a été rédigé par les 27 NCC, aussi en collaboration avec la DG Connect de la Commission européenne et avec l'ENISA. Donc ce plan d'action découle en 27 actions qui ont été identifiées comme d'importance au niveau des États membres. Et qui se verra traduit via le prochain comité de programme 2025-2027 pour flécher les prochains appels à projets sur Digital Europe. Donc en tant que NCC, nous avons tous un rôle très clair. Nous sommes point contact national pour les programmes européens, toujours sur le volet cyber. Donc 2 programmes européens, Europe numérique, Digital Europe, ou Horizon Europe et Horizon Europe. Nous proposons aussi un soutien financier pour l'écosystème. Alors, à savoir, des 27 NCC, tous ne proposent pas ce soutien financier. Nous sommes 9 États membres lors de cette première phase de financement à proposer ce soutien financier à notre écosystème national. Mais par contre, pour la prochaine phase de financement, pour tous les États membres, pour les 27 États membres, nous serons tous obligés de proposer ce soutien financier. Donc via un FSTP, donc Financial Support from Third Parties. Donc là, on va vraiment identifier des sujets en interne, agence, ANSSI, pour pouvoir ainsi financer des actions, des briques technologiques pour l'écosystème français. Le NCCFR donc, est un consortium entre l'ANSSI et BPI France. BPI France nous épaule tout particulièrement pour l'appel à projet national, que je vais détailler dans quelques minutes. Notre cible, donc, ce sont bien les offreurs de la cyber et du numérique, les plateformes régionales de services, les unités de recherche et les utilisateurs, finalement.
Donc, concernant nos services, pour la vision bénéficiaire, pour l'écosystème français, nous proposons 3 services principaux. Un premier service, donc cet appel à projet national qui va être publié prochainement sur des enveloppes qui iront de 10K à 150K. Un troisième service qui est l'accompagnement pour des appels à projets européens, où là, on va accompagner l'écosystème français à déposer un projet européen pour obtenir des financements européens pour développer leurs solutions cyber. Et puis un troisième service qui est l'animation de la communauté. Donc selon les besoins qui sont remontés par les acteurs de l'écosystème de la cyber en France et du numérique, nous allons proposer des ateliers pour pouvoir cibler exactement et répondre aux attentes des acteurs de l'écosystème. Donc que ce soit des ateliers, mais aussi des événements, des brokerage events ou des événements de networking et des sessions de pitch aussi pour pouvoir avoir tout un réseau et éventuellement identifier de futurs partenaires pour des projets européens. Donc, à retenir, pour l'appel à projet national, nous sommes sur des enveloppes de quelques milliers. Pour les appels à projets européens, comme vous le savez, nous sommes sur plusieurs millions. Donc, concernant, car aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur l'appel à projet national et donc ce premier service, ce soutien financier, et puis le deuxième service qui est l'accompagnement au projet européen. Donc, pour ce premier service, ce soutien financier, l'appel à projet national va être publié donc à la fin de ce mois-ci, en juin. Pour information, là, je vous évoque certains éléments qui normalement sont stabilisés, mais peut-être pourront être sujets à modification d'ici la publication. Donc, pour cet appel à projet, nous sommes sur 3 axes. 3 axes. Un premier axe général de normalisation, un deuxième axe sur le soutien aux PAMS, et un troisième axe qui est technique sur 7 thématiques métiers qui ont été identifiées en interne par nos experts au sein de l'agence. Concernant le dispositif, donc l'objectif c'est bien de proposer un soutien financier au développement et à la maturation de solutions de cybersécurité. Là, nous visons des TRL qui vont de 6 jusqu'à la commercialisation, donc c'est vraiment l'objectif. Les entités qui sont éligibles, donc ce sont des PME et des startups françaises, car notre cible, c'est vraiment de pouvoir épauler l'écosystème français sur des subventions. Alors par contre, petite erreur de ma part, c'est bien sur des subventions qui vont de 10K à 150K. Donc quand nous sommes sur des subventions de 10K, ce sera surtout sur le volet normalisation. Par contre, pour les deux autres, que ce soit le soutien aux PAMS et l'axe technique, là, nous sommes sur des montants un peu plus conséquents, bien entendu, donc qui iront de 30 à 150K. Donc, concernant les critères de sélection de cet appel à projet national, nous sommes sur des critères de sélection qui sont similaires aux appels à projet de France 2030, comme par exemple l'appel à projet de Technocritique 3, vous retrouverez les mêmes critères de sélection pour l'appel à projet NCCFR. D'où viennent donc les thématiques, par contre techniques, parce que vous me demanderez sûrement, mais d'où viennent ces thématiques choisies par les métiers? Donc, c'est parce que c'est des sujets qui ont été identifiés par nos experts en interne, qui ont identifié des lacunes ou des écarts très importants sur l'offre actuelle. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité cibler cette thématique, sont vraiment très très spécifiques. Vous aurez toutes les informations dans le cahier des charges qui sera publié à la fin de ce mois-ci. Donc concernant ces 7 thématiques spécifiques, on pourrait déceler trois grands domaines pour l'axe technique. Donc le premier, c'est la résilience et sécurité des infrastructures. Le deuxième, c'est la solution d'authentification de confiance. Et le troisième, la performance des systèmes de détection. Et donc, concernant le calendrier de cet appel à projet national, nous sommes sur un seul appel à projet, mais avec 2 dates de relève. Première relève, donc, de juillet à août, et deuxième relève qui aura lieu de octobre à décembre. Donc, une fois que vous avez candidaté, vous devrez déposer votre dossier sur la plateforme Pixel, qui est la plateforme dédiée pour le dépôt de projet de BPI France. Et une fois que vous aurez déposé votre dossier, il y aura une phase de sélection de quelques semaines. On vous recontactera, BPI France vous recontactera directement
Et donc là, il y aura la phase de conventionnement avec le NCCFR. Et après cette phase de conventionnement, donc on vous propose un premier versement, donc c'est un versement initial de 50%, et puis un deuxième versement à la fin du projet, une fois que la solution a été développée par vos services. Donc, concernant le deuxième service du NCCFR, c'est un accompagnement, dans ce cas-là, au montage d'appels à projets européens. Donc, on est sur un accompagnement de A à Z lors de l'écriture du proposal pour la Commission européenne ou pour le CCC. Donc là, nous avons mis en place avec BPI France un parcours candidat pour vous accompagner. Donc la première étape, c'est de bien déterminer bien connaître vos besoins, quel est le profil candidat. Est-ce que vous souhaitez candidater seul à un appel à projet européen ou est-ce que vous souhaitez candidater dans le cadre d'un consortium, donc avec d'autres partenaires européens? Et là, effectivement, à voir, est-ce que vous souhaitez vous positionner en tant que coordinateur de projet ou en tant que partenaire de projet? Si vous souhaitez vous positionner en tant que coordinateur, donc nous, ce sera un suivi plus fin. Si vous souhaitez vous positionner en tant que partenaire d'un consortium européen, là, on pourra vous accompagner, mais par contre, on vous proposera plutôt de vous diriger vers le coordinateur du consortium selon la nationalité. Donc, par exemple, si vous ferez partie d'un consortium avec un coordinateur allemand, on vous proposera d'aller voir le NCC allemand, qui pourra là vous proposer des services similaires. Donc nous, vraiment, on est vraiment sur un suivi plus fin si nous avons des coordinateurs français, parce que c'est vraiment aussi notre objectif. Et puis de là, une fois que vous êtes positionné en tant que coordinateur, vous aurez besoin de trouver les meilleurs partenaires en Europe. Donc là, on sera là pour pouvoir vous épauler grâce à notre réseau avec les 26 homologues, les 26 NCC. On sera là pour vous donner de la visibilité et pour identifier les meilleurs partenaires pour votre consortium. Donc une fois que cette mise en relation est faite, le travail justement d'écriture du proposal commence. On laisse la main aux experts. Si vous avez besoin d'aide aussi, nous sommes là, les experts de l'ANSSI sont là aussi pour vous proposer une vision ou éventuellement vous donner des avis sur votre projet. Troisième phase, il y a une phase de contrôle de la capacité financière qui est faite par rapport à la viabilité des différentes parties prenantes, mais aussi de votre projet. Il y a aussi une quatrième étape, mais cette quatrième étape va dépendre vraiment du degré de maturité de votre projet. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans plutôt une étape d'idéation, vous débutez, on va vous proposer les services du Diag PTI Europe de BPI France. Donc là, on vous proposera une liste de consultants indépendants qui sera là pour pouvoir vous aider à l'écriture de votre projet. À savoir, ce service est payant, mais il y a 50% des frais qui sont pris en charge par BPI France. Et effectivement, si vous êtes un consortium avec un projet déjà mature, vous n'aurez très probablement pas besoin de ce service pour l'écriture du projet. Et puis finalement, il y a un suivi de notre côté ANSSI, tout au long de votre candidature, et après, une fois que vous aurez obtenu une réponse, que ce soit de la commission de la DG Connect concernant le programme Horizon Europe, ou une réponse de l'ECCC concernant Digital Europe. Actuellement, nous avons déjà accompagné, lors de la première vague de cette année, plusieurs entités, dont particulièrement une entité française, une pépite de la détection, sur un appel à projet sur l'IA et les SOC. Mais aussi, on peut très bien aider l'écosystème, un acteur pour pouvoir monter un projet, un consortium, mais aussi on peut être aussi dans le cas de figure où l'ANSSI participe elle-même au projet. Donc ça, c'est une possibilité, et ça a été le cas pour un appel à projet sur la transition PQC. Donc, prochaine vague pour les appels à projets européens, que ce soit Horizon Europe ou Digital Europe, nous sommes sur juillet et novembre, c'est la prochaine vague, donc bientôt.
Et par rapport à cette prochaine vague d'appels à projets européens, il y a 6 appels à projets concernant Digital Europe, donc c'est les tout premiers que vous voyez ici, et les 2 derniers qui concernent Horizon Europe. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on est sur des taux de financement qui sont différents. Sur Horizon Europe, on est sur un taux de financement qui est à 100%. Sur Digital Europe, ça dépend. Ça dépend de l'appel à projet. Ça peut être, en général, c'est sur du 50%, donc un cofinancement européen, mais ça peut aussi certaines fois aller jusqu'à 75% ou 100%. Et là, vous pouvez voir les budgets qui sont attendus. Par exemple, pour le call pour les National SOC, donc là, et maintenant actuellement, c'est National Hub, nous sommes sur des consortiums de 5-6 millions. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page web du NCCFR, donc c'est dispositif d'accompagnement dans la dynamique européenne. Vous retrouvez tous ces éléments, étant donné que certaines fois, pour retrouver des éléments sur la plateforme européenne, ça peut sembler assez compliqué. Donc, on récupère, tous ces éléments sont lisibles sur notre page web. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les éléments mis à jour selon les différents appels à projets européens ou même l'appel à projet national. Et si vous souhaitez nous contacter, que ce soit pour l'accompagnement à un montage de projet européen ou des questions concernant l'appel à projet national à venir, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre adresse mail. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame Muret, pour cette présentation. Je rappelle à nos participants qu'ils ont la possibilité de télécharger le support de présentation directement en haut à droite de ce dernier. Vous avez un petit onglet pour pouvoir télécharger la présentation en format PDF. Il n'y a pas de questions dans l'onglet dédié, mais j'avais noté quelques questions pour vous. Donc, on voit que la mission du NCC, c'est vraiment en 2 temps. Déjà, opérer cet appel dédié, cet appel à financement européen, mais à destination des entreprises françaises. Et dans un deuxième temps, accompagner les porteurs de projets vers les appels du programme Digital Europe. Et oui. Sur le premier axe de vos actions, est-ce que vous avez une idée déjà des premiers résultats dans les autres pays de cet appel NCC? Est-ce qu'ils ont été lancés? Combien il y a eu de candidatures et de sélectionnés à la fin? Alors, comme évoqué au début, des 27 NCC, il n'y en a que 9 qui ont choisi ce système de financement, donc ce soutien financier national. Tous ont déjà finalisé quasiment tous, sauf l'Estonie. Et les retours sont plutôt très positifs parce que justement, l'objectif de mettre en place un appel à projet en mode FSTP, c'est de simplifier la tâche et de simplifier la candidature pour les acteurs nationaux. Étant donné que pour candidater à un appel à projet européen, on est sur des enveloppes de plusieurs millions et sur des standards qui sont quand même très élevés au niveau européen. Donc c'est assez complexe. C'est vraiment assez complexe. Donc l'objectif, avec cet appel à projet national, c'est de simplifier la candidature. Et c'est pour ça, dans le cahier des charges, vous avez des attendus. Donc il y a des attendus, certes, des critères de sélection, qui sont les critères de sélection similaires aux appels à projet France 2030. Et après, il y a des attendus selon les différents sujets. Ok, très bien. Oui, en fait, on le répète très souvent dans nos webinaires mensuels systématiques. On fait souvent une vague d'appels en cascade funding. Ça permet de faciliter l'accès en fait au financement européen par des procédures de candidature allégées. Et puis, pour ceux qui n'ont jamais participé à des projets européens, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Voilà. Et est-ce qu'on a un nombre de projets fixes au terme de ces 2 relèves pour mesurer un peu la concurrence qui est? Alors, on estime entre 40 et 50 projets pour cet appel à projet national, mais tout va dépendre du nombre de lauréats. Donc ça pourra moduler en fonction du nombre de lauréats.
que ce soit pour la première ou deuxième relève. Ok, très bien, merci. Écoutez, c'était tout pour ce premier axe et peut-être une question générale sur le deuxième axe, donc accompagnement des porteurs de projets. Donc vous êtes focalisé sur le programme Europe numérique, c'est bien ça? Ou vous faites aussi un peu d'Horizon Europe? Est-ce que vous Sur les deux, pouvez expliquer la exactement. différence entre les Oui, deux? c'est vraiment sur les deux, étant donné que le NCCFR a vocation à être et point contact national pour les appels à projets cyber, de la cybersécurité pour Horizon Europe et Digital Europe, pour les deux programmes. Donc ça, c'est une nouveauté, effectivement. Donc on reprend une partie des appels à projets qui étaient avant des PCN, Horizon Europe, donc on reprend ceux qui concernent la cybersécurité, parce que l'objectif, c'est vraiment que l'ANSSI a cette plus-value avec nos experts de pouvoir accompagner l'écosystème français et ainsi obtenir plus de financement européen pour nos acteurs nationaux. Ok, très bien, merci, très clair. Et peut-être rapidement, on voit qu'entre Horizon Europe et Digital Europe, il y a les taux de financement qui ne sont pas les mêmes. Tout Mais à à part fait. ça, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence entre les deux? Alors la grande différence entre Horizon Europe, cible vraiment, c'est de la recherche, donc des TRL qui sont plus bas. Pour Digital Europe, là, on est sur des TRL beaucoup plus élevés, proches de la commercialisation. Et on cible, dans ce cas-là, plutôt des entités, donc des industriels, des entités privées ou des consortiums publics-privés. Ok. Bon, écoutez, je pense que on n'a pas de questions qui sont apparues dans l'onglet dédié, donc je pense que c'était très très clair. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi à Hervé Skenderov de l'AID pour sa présentation sur l'accélérateur Diana. Je répète que tous les participants ont accès au support de présentation avec les adresses mail de contact. N'hésitez pas à contacter nos intervenants si vous avez des questions à la suite de ce webinaire. Je vous remercie et puis je vais conclure sur des événements à venir au niveau de Systématique. Justement, on vous a présenté un certain nombre d'appels à projets, un certain nombre de dispositifs d'accompagnement lors de ce webinaire. Maintenant, le but pour vous, c'est de vous positionner et d'aller chercher des partenaires pour potentiellement candidater à ces appels. Je vous propose 2 événements ici sur cette slide. Donc le premier, ça a lieu la semaine prochaine. C'est une rencontre d'affaires Focus jumeaux numériques qui aura lieu en ligne via notre outil de matchmaking. En attendant, je vois qu'on a eu une autre question. Alors, je vais revenir légèrement en arrière. Donc, sur Digital Europe, beaucoup de partenaires européens ont été freinés par les taux de financement. Je pense que c'est dédié aussi à l'objectif final de Digital Europe qui est le déploiement. C'est logique en fait que ce soit un petit peu moins financé que Horizon Europe qui est plus sur des TRL assez bas. Vous pouvez rebondir peut-être Caroline améliorer sur ma réponse potentielle. Je pense que c'est en grande partie ça. Oui, effectivement. L'objectif, c'est vraiment d'être sur la commercialisation, donc sur des TRL beaucoup plus élevés, et d'autant plus parce que les partenaires ou les cibles des appels à projets Digital Europe, ce sont des entités privées, à différence d'Horizon Europe où on cible plutôt des entités publiques ou en tout cas des unités de recherche. Ouais, donc on attend un apport de l'entreprise en fait qui se positionne sur les appels en plus du financement européen. Tout à fait. Donc j'étais sur la rencontre d'affaires du 20 juin prochain. Vous avez le lien dans le chat pour vous y inscrire sur le jumeau numérique et les appels R&D dédiés. Vous avez aussi en deuxième événement et dans le cadre de la convention annuelle de Systématique, Deep Tech, un événement en présentiel qui aura lieu dans le 13e arrondissement de Paris, au MAS, et qui vous permettra aussi d'identifier des appels et aussi de rencontrer de potentiels partenaires lors d'ateliers thématiques. Donc, sur les thématiques, on est sur la décarbonation et le numérique frugal, sur l'ingénierie système et le calcul, donc tout ce qui est quantique, calcul de haute performance et photonique,
et sur différentes applications de l'intelligence artificielle sur les domaines de la santé, du cloud, de la cybersécurité et de l'open data. Donc une plénière présentation appel à projet, une session atelier et groupe de travail, et enfin un moment pour faire des rendez-vous avec de potentiels partenaires le 3 juillet prochain dans le 13e arrondissement de Paris, dans le cadre de la convention annuelle SO Deep Tech de Systématique. Je vous rappelle également, pour conclure, que Systématique vous accompagne également dans vos projets de R&D. Donc on est là pour vous accompagner, vous prodiguer conseils et recommandations. Merci de déposer au moins un mois avant la date de clôture des appels à projets vos dossiers. Et je vous rappelle aussi que l'accompagnement est gratuit pour les membres systématiques à jour de cotisation. Vous avez ci-dessous aussi les adresses Innovation et Europe, si jamais vous avez des questions sur ces thématiques-là. Je remercie tous nos participants et nos intervenants pour leur assiduité à cette présentation. Et je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour un prochain webinaire mensuel systématique dédié aux appels à projets. Merci à tous et bonne journée.